Nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sylvain Fernandez-Curiel, coordinateur national de France Asso Santé, et c'est moi qui vais modérer, animer avec Frédéric aujourd'hui ce webinaire U. Donc, c'est la deuxième édition du webinaire U. On en avait fait un en fin d'année 2020 sur représentants des usagers plutôt en établissement de santé dans un contexte de crise sanitaire. Pour aujourd'hui, on est sur un autre sujet. Ce sont les conférences régionales de la santé et de l'autonomie. Donc les CRSA, donc on utilisera ce sigle CRSA pour aller plus vite, mais je vous promets que sur tous les autres sigles, si nos participants intervenants utilisent trop de sigles, on les rappellera à l'ordre pour bien expliciter les sigles. Donc dans cette session, l'idée c'est qu'il y ait beaucoup d'interactivité, à la fois dans le chat, pour vous participants et entre les intervenants. On va aborder plusieurs questions, vous l'avez vu dans la fiche. Donc la CRSA, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne, voilà, actuellement, avec les interventions donc des intervenants que je vais présenter, les difficultés en tant que représentant des usagers qu'on peut rencontrer, mais aussi les satisfactions évidemment qu'on peut rencontrer à prendre ce mandat. L'idée c'est de donner envie à ceux qui avaient ce mandat de le renouveler et à ceux qui n'y étaient pas éventuellement de candidater, puisqu'il y a un renouvellement qui va arriver cette année. C'est aussi pour ça qu'on a prévu ce webinaire. Dans une deuxième partie, on va aussi aborder la question des futurs justement CRSA, puisqu'il y a un décret qui va bientôt être pris pour faire évoluer un peu les missions de ces CRSA. Donc ça, c'est plus Philippe qui nous en parlera. Je vais vous présenter après les intervenants. Et puis, dans une troisième partie, on va parler aussi de France Asso Santé et de comment France Asso Santé, à la fois le service formation et les délégations régionales, peuvent accompagner les représentants des usagers dans ces mandats. Donc, vous, en tant que participant, et vous êtes près de 200 à nous suivre en ce moment, même plus que 200, me dit Frédéric, vous pourrez donc intervenir dans le chat qui est sur la droite de votre écran, à la fois témoigner, si vous voulez apporter des témoignages ou des compléments, assez courts, soyez pas trop long dans vos témoignages, poser des questions. Vous avez une petite icône qui vous permet d'afficher votre question comme une question. Donc, et on prendra avec Frédéric les questions. Donc, des questions qui concernent, s'il vous plaît, pas que vous, mais qui ont une portée quand même générale pour que, voilà, qu'elles aient un intérêt pour le plus de personnes possible. Et puis, on fera passer aussi des sondages. Et peut-être, Frédéric, tu peux lancer les premiers sondages dans la discussion. Vous verrez avec des questions qui seront posées. Oui, Frédéric? Juste, voilà, je me permets une petite intervention pour vous dire que celles et ceux qui ont des problèmes de connexion doivent être sur Google Chrome. Si vous n'avez pas le son, vous n'avez pas l'image, vous vous reconnectez sur le lien via Google Chrome, et je précise, et on le reprécisera, que vous aurez accès à ce webinaire en replay sur le site dédié de France Asso Santé ou sur vos sites à vous. Voilà. Oui, effectivement. Donc je reprends. Mon rôle, donc, c'est de modérer et d'animer, donc faire tourner la parole entre les intervenants, de reprendre vos questions avec l'aide de Frédéric, de faire en sorte aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y ait pas trop de sigles ou pas trop de propos techniques par nos intervenants, qui sont des techniciens RU, connaissent bien le fonctionnement des CRSA, donc de toujours prendre un petit peu de recul aussi, et puis de répondre le plus possible à vos questions en ligne. Je vais passer à la présentation donc de nos intervenants. On a 3 personnes qui siègent actuellement en CRSA. Donc, je vais demander aux intervenants, quand je les présente, de lever la main pour que vous puissiez les visualiser. Donc, d'abord, on a Francine Lègle. Francine qui est représentante des usagers donc pour 2 associations, France Rhin et France Psoriasis, qui est à la CRSA de Bretagne, puisque Francine est en Bretagne. Figurez-vous que Francine est à Champy et que je suis à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 2 communes qui se touchent. Donc, on est tout proches l'un de l'autre. On pourrait même aller se voir. On est à moins de 10 kilomètres. Donc, elle est en CRSA depuis 2016 dans plusieurs commissions. Elle vous expliquera après lesquelles dans une présentation un peu plus précise de Francine. Patrick Charpentier. Donc, Patrick, voilà, il est là. Il est membre de l'association AFM Téléthon.
Il est à la CRSA Nouvelle-Aquitaine et précédemment, il était à la CRSA du Limousin avant la fusion des régions et il est président de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Philippe Flammarion. Voilà, Philippe, qui est membre de l'association ARUCA. Philippe nous expliquera un peu plus en 30 secondes ce que c'est que l'ARUCA, puisque c'est une association un peu originale qui regroupe des représentants des usagers en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, puisqu'il est à la CRSA de Bourgogne-Franche-Comté, il est aussi représentant des usagers dans plusieurs établissements et donc Philippe se présentera plus avant tout à l'heure. Sabine Durand-Gasselin, qui est chargée de formation à France Asso Santé et qui sera là pour apporter des précisions justement sur tous les outils que France Asso Santé met à la disposition des représentants des usagers. Et donc Frédéric, qui est membre de notre prestataire Leclé, qui est là pour les questions techniques et aussi trouver les meilleures questions et interventions dans ce que vous mettrez dans le chat. Donc peut-être un petit tour d'apport de parole pour juste vous représenter, mais très rapidement et préciser, et notamment préciser peut-être dans quelle commission de CRSA vous siégez chacune et chacun. Donc Francine. Alors moi, je suis Francine Nègle, je suis représentante des usagers dans des établissements de santé, mais je suis à la CRSA, à la commission spécialisée de l'offre de soins en tant que titulaire, et y compris à la commission spécialisée des droits des usagers. Mais je siège plutôt à la commission spécialisée de l'offre de soins. Et je participe aussi à pas mal de groupes de travail au niveau de l'Agence régionale de santé de Bretagne. Et oui, parce qu'il y a un lien fort évidemment entre les CRSA et les agences régionales de santé. Donc on va en reparler. Philippe? Oui, je suis président de l'ARUCA Bourgogne-Franche-Comté, qui est une association agréée, bien sûr, de représentants d'usagers pour siéger dans les instances de démocratie en santé. Je suis membre de la commission permanente, de la commission prévention, de l'AXOS, pour le sigle, de la commission spécialisée dans l'offre de soins. Et je suis secrétaire de France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté. Patrick? Oui, donc je suis en effet représentant d'une association agréée qui est la FM Téléthon. Et par rapport à la CRSA, je suis président de la commission spécialisée des droits des usagers. Sabine, tu veux donner quelques précisions? Non, bonjour à tous. Je travaille au service formation et j'anime des formations dans les différentes régions. Et voilà, je participe à la conception d'outils en lien avec les délégations régionales. Frédéric, tu as quelque chose à ajouter? Non, je vous souhaite la bienvenue. Il y a quelques questions qui arrivent et Alexis a la gentillesse de préciser sur le chat un certain nombre de termes, Commission des droits des usagers pour le CSDU et Commission offre de soins pour le CSOS. Voilà. Ok, eh bien on va commencer, on prendra quelques questions au fur et à mesure, mais on va commencer avec Patrick peut-être qui va nous présenter un peu et on va lancer, tu as quelques diapos je crois, la présentation des conférences régionales de la santé et de l'autonomie qui, je ne l'ai pas dit dans mon intro, mais qui existe depuis 2010, en même temps que la création des agences régionales de santé. C'est à l'été 2010 à peu près que les CRSA se sont mises en place, donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'elles existent. Voilà Patrick, le diapo est en ligne, je te laisse la parole. Merci Sylvain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux et nombreuses à cette invitation. Il nous semble important de faire une petite vue d'ensemble un petit peu au niveau un petit peu de ce webinaire. Donc je vais vous donner quelques indicateurs de base concernant la CRSA, la conférence régionale santé-autonomie. C'est une instance stratégique de concertation et de démocratie en santé de l'Agence régionale de la santé. Elle est positionnée aux côtés de l'ARS, de l'Agence régionale de la santé, et peut participer par sa réflexion, ses avis, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé en région. Ça semble important de le préciser d'entrée de jeu. Elle a été créée par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire. C'est en effet un organisme consultatif
composé de 8 collèges rassemblant l'ensemble des acteurs concernés par les politiques de santé dans la région. Et pour ceux qui nous concernent, nos représentants des usagers, associations agréées et partenaires, il y a un collège qui nous implique davantage, qui est celui du collège des usagers, bien entendu. Collège numéro 2, qui est représentatif des personnes malades, des personnes âgées, retraitées, des personnes en situation de handicap. Le collège 5, qui est concerné par les publics précaires, et que le collège 6, qui est concerné par tout ce qui touche à des associations qui sont sur la santé et environnement. La CRSA, c'est un organisme consultatif qui concourt par ses avis à la politique régionale de santé, et c'est important de le préciser, avec le lien qu'il y a avec le programme régional de santé et vos programmes régionaux, territoriaux de santé, puisqu'il y en a à échelle de l'ensemble de nos départements. Cette CRSA organise des travaux au sein d'une commission permanente et de 4 commissions, nous y reviendrons très très vite. Elle offre un support à l'expression des usagers du système de santé, et ça semble déterminant dans la mission qui est la nôtre. Elle organise des débats publics sur les questions de la santé de son choix. Elle est de nature à pouvoir faire toute proposition au directeur général de l'ARS sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de santé dans sa région, ainsi que sur la prise en charge et la prise en compte des besoins locaux de santé. Et enfin, la CRSA rédige un rapport sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Ça semblait important de poser un petit peu ces fondamentaux de base dès le départ. Ceci étant dit, on a souhaité attirer votre attention sur l'organisation territoriale de santé. Sans rentrer trop dans le détail, le petit support ci-joint me semble intéressant pour se situer par rapport à un ensemble organisé au niveau de la santé, à travers des échelons nationaux, régionaux, territoriaux, départementaux, à travers des organisations, le ministère, l'ARS, les groupements hospitaliers de territoire, les délégations territoriales des ARS, et bien sûr à travers toute l'organisation des établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, qui sont aujourd'hui avec une représentation des usagers en leur sein. Et ces représentations, vous les retrouvez dans les différentes instances, au niveau du national. Ce n'est pas inintéressant de regarder qu'il n'y a qu'une conférence nationale de santé au niveau du ministère, et que quand on décline éventuellement la CRSA et qu'on conjugue au niveau de sa symbolique des mots, elle concerne la santé et l'autonomie. Le CNCPH, ensuite le Haut Conseil de la famille et de l'enfance et de l'âge. Sur la CRSA, on va zapper un petit peu puisqu'on va y rezoomer sur la slide suivante. Mais sachez, parce que ça vous parle sûrement, vous avez aujourd'hui des conseils territoriaux de santé. Et Sylvain disait qu'il y avait un lien entre l'ARS et les CRSA. Il y a également tout un lien entre la CRSA et les CTS. Les commissions départementales citoyenneté autonomie, CDCA, qui sont davantage sur la référence des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Mais je crois qu'à l'échelle du territoire aussi, il doit y avoir des liens très, très étroits entre le CTS et les CTS. Et ensuite, dès qu'on revient un petit peu à la dimension territoriale des établissements, bon, on va faire référence à 2 instances qui sont aujourd'hui repérées quand même dans la loi et à travers les décrets. C'est pour le sanitaire, les commissions des usagers et bien sûr les conseils de surveillance ou conseils d'administration des établissements privés ou publics, mais également au niveau du médico-social, les conseils de la vie sociale, les conseils de la vie sociale départementaux et bien sûr l'instance de la maison départementale des personnes en situation de handicap qui en assure là aussi toute la dynamique de la prise en compte et de la prise en charge. On a rajouté un petit peu au niveau un peu de ce qui existe actuellement et que vous connaissez sûrement et sur lesquels vous êtes peut-être impliqués, les plateformes territoriales d'appui, les contrats locaux de santé, et on a une autre qu'on pourrait ajouter, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé qui sont en train de se mettre en place. Ça semble important de pouvoir vous donner aujourd'hui l'organisation de l'ensemble des organisations, des instances et des échelons de l'organisation de la santé et de la place qui permet à tout un chacun de se situer aujourd'hui là où je suis dans la représentation des usagers, où j'agis au bénéfice de la santé, par rapport à une organisation territoriale, régionale et nationale. On va maintenant passer à la slide suivante et on va intégrer davantage
un petit peu à l'échelle de chacune de nos régions, avec le fait que, comme le disait pour Sylvain, pour certaines régions, la réforme territoriale n'a rien changé. Pour d'autres, et notamment celle sur laquelle je suis aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine, eh bien, on a dû avoir un passage qui nous a fait passer du Limousin, du Poitou-Charentes à l'Aquitaine, à une région Nouvelle-Aquitaine. Et il y a eu tout un processus d'accompagnement pour redynamiser ce que l'on est en train de mettre en place après 5 ans de fonctionnement au niveau de la CRSA Nouvelle-Aquitaine. Comment ça fonctionne? Automatiquement, une plénière qui est aujourd'hui composée de l'ensemble des membres de la CRSA et autour de cette plénière, 4 commissions qui sont des commissions plus ou moins denses au niveau du nombre, mais tout aussi importantes au niveau du rôle qu'elles ont à jouer par rapport à ce qu'on a dit au niveau un petit peu du programme régional de santé et des avis et des autorisations sur lesquels est consulté. On va reprendre la principale qui est celle qui aujourd'hui est l'AXOS, et on y reviendra à travers des gens qui y siègent et qui vous donneront plus de précisions par rapport à cette commission-là. Il y a une commission qui est importante aussi, qui est la commission spécialisée pour la prise en charge et l'accompagnement dans le champ du médico-social. Il y a une commission spécialisée sur le champ de la prévention, et Dieu sait si la prévention doit être prise en compte par rapport un petit peu à la politique de santé. Et puis, comme on est vraiment sur la dimension de démocratie en santé, des défenses des droits, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers, qui n'est pas la plus importante en nombre, mais qui joue un rôle important au sein un petit peu de cette organisation CRSA. C'est simplement vous dire qu'il y a une commission supplémentaire qui est la commission permanente, qui permet de pouvoir réunir les représentants de chacune des commissions. Et c'est cette commission permanente qui a toute la légitimité de pouvoir porter, bien sûr, avec le regard de chacune des commissions, des avis, tout autant dans ceux qui nous ont demandé par l'ARS, mais tout autant dans ce que nous pouvons faire sous ce qu'on appellera une autosaisine, dont on reparlera tout à l'heure. Voilà donc, en quelques mots, ce qu'on pouvait vous donner comme point de repère par rapport à l'organisation nationale, mais surtout à l'instance qui nous réunit aujourd'hui. Merci Patrick. Donc on a bien compris dans quel paysage s'inscrivait la CRSA, qu'il y avait plusieurs commissions. Alors il y a pas mal de questions. Déjà, des commentaires aussi. On a parlé de millefeuille. Donc je tiens quand même à préciser que c'est vrai que cette organisation fait millefeuille, mais au niveau régional, si on pense à l'avant 2009, c'est-à-dire à l'avant loi Bachelot, c'était, j'ai envie de dire, un 2000 feuilles, voire un 3000 feuilles, parce que la loi Bachelot, elle a quand même fusionné pas mal d'instances. Donc, si ça vous paraît déjà un 1000 feuilles, vous imaginez avant. Mais pour rentrer un peu à l'intérieur du 1000 feuilles, il y a eu aussi des questions sur, finalement, c'est quoi la commission la plus importante pour les RU ou dans quelle commission il faut que les RU s'investissent. Donc, on va faire un petit focus sur les commissions. Peut-être Francine nous parlait un peu de cette fameuse commission de l'offre des soins qui est une commission où il y a pas mal d'enjeux. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors cette commission, en fait, elle est composée de 44 membres, mais en tant que représentant des usagers des associations agréées, on n'est que deux titulaires parmi les 44 membres. Et il y a un titulaire qui est pour les associations retraitées et personnes âgées et un titulaire représentant des usagers pour les associations des personnes handicapées. Donc, ce qui fait que 4 titulaires représentant des usagers pour 44 membres. Et ces 44 membres, ce sont des fédérations hospitalières, les unions régionales des professions de santé, des élus. Il y a aussi les conseils de l'ordre sont présents aussi. Donc, ce qui fait que quand même, c'est une commission qui est très importante puisqu'elle a un enjeu politique et économique sur les territoires. Donc, la première fois que je suis arrivée dans cette commission, comme que je ne connaissais pas, il faut pouvoir y trouver sa place. Je crois qu'on met à peu près une année pour pouvoir trouver sa place. C'est aussi, en tant que représentant des usagers, c'est un engagement de citoyen. C'est aussi du temps pour analyser, étudier les dossiers. C'est aussi essayer de travailler un petit peu entre nous, les représentants des usagers. Voilà ce que je peux en dire dans un premier temps. Est-ce que tu peux nous dire, Francine, un exemple concret de ce qui se joue dans cette commission? Pourquoi il y a autant d'enjeux? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend des avis sur quoi, cette commission? Alors, elle rend des avis. D'ailleurs, premièrement, on travaille sur des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation
que ce soit du matériel ou des transformations d'activités, hein, par exemple de la médecine vers la psychiatrie. En Bretagne, on a fait pas mal ça. C'est aussi, on a une politique en matière d'implantation de financement des maisons de santé, des centres de santé, aussi des projets d'expérimentation dans le champ de l'organisation des soins et l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population, entre autres sur, là on a vu la répartition du gros matériel, entre autres les IRM, les scanners. Donc vous comprenez pourquoi il y a effectivement de l'enjeu et pourquoi finalement les RU sont malheureusement assez peu représentés dans cette commission. Moi, je me souviens qu'en 2009, j'avais étudié les textes sur le sujet et que dans le projet de décret au départ, il y avait 25 personnes. Là, Francis a parlé de plus de 40. Donc, vous voyez que tout le monde a voulu y rentrer parce que c'était vraiment la commission avec de l'enjeu politique, parce qu'on est effectivement sur l'autorisation de services, de matériel. Donc, pour les établissements de santé, notamment, il y a un très grand enjeu. Donc, pour les RU, ça veut dire des données à étudier, mais quand même des satisfactions. Francine, c'est pas que du boulot. Il y a aussi de la satisfaction pour les représentants des usagers à travailler dedans, parce qu'on influe directement sur la politique de santé et l'organisation des soins. Oui, Philippe, peut-être nous dire quelques mots sur la... Vas-y, Francine. Non, je pense que c'est vrai, il faut déjà, quand on veut se présenter dans ces commissions, faut déjà avoir un petit parcours quand même de représentant des usagers, soit dans son association, ça aussi, hein, être bénévole, être actif dans son association, et puis aussi peut-être que il y a, si on peut être représentant des usagers déjà dans un établissement, déjà là, on a déjà cette appétence d'être représentant des usagers, de travailler sur des dossiers et puis d'être partie prenante en fait, parce que c'est ça qui est important. Ok. Philippe, peut-être sur la commission prévention, où il y a peut-être moins d'enjeux, parce que moins d'avis, mais qui n'a pas moins d'importance, sachant l'importance du sujet prévention. Effectivement, elle n'a pas les mêmes enjeux que la commission de l'offre de soins. Alors, son rôle essentiel est de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention. Et à cet effet, elle donne son avis sur le projet de schéma régional de santé, sur sa révision et sur son évaluation. Et elle peut faire aussi toute proposition sur cette politique régionale de prévention, notamment pour réduire les inégalités en santé sociale et géographique. Alors, en ce qui concerne sa composition, elle est moins importante que la commission de l'offre de soins, puisqu'elle ne comprend, si je puis dire, que 30 membres, ce qui est quand même déjà conséquent. Ces 30 membres représentent en fait 23 univers, appelés comme ça, univers différents, parmi lesquels on peut citer les services de santé scolaire, de santé universitaire, de santé au travail, les associations de protection de l'environnement, et des tas d'autres services et instances qui s'occupent de prévention. Toutefois, sur ces 30 membres, elle ne compte que 4 représentants des associations agréées. Bon, pour dire vrai, il faut y ajouter un représentant des associations de personnes âgées et un représentant des associations de personnes handicapées. Mais donc, le nombre des représentants d'usagers est assez restreint par rapport à l'effectif global de cette commission. Pour la caractériser, je dirais que c'est une commission, que c'est avant tout un lieu d'échange assez extraordinaire, puisque s'y côtoient des services, des structures et des associations qui a priori ne se connaissent pas beaucoup. Donc c'est une commission qui est très enrichissante. Pour vous donner peut-être un exemple d'action concrète que l'on peut y conduire, eh bien, en 2020, la commission prévention de la Bourgogne-Franche-Comté avait préparé l'organisation d'un séminaire intitulé, je cite, « Santé et travail, travail et santé, imaginez les coopérations de demain ». C'était une action partenariale qui réunissait bien entendu les membres de la commission, l'ARS, la Directe, le Haut Conseil de santé publique même, qui avait délégué un représentant pour une intervention, la CARSAT, les IREPS,
l'APS, c'est-à-dire l'Agence régionale d'éducation et de promotion de la santé, l'association Jalmave et bien entendu France Assos Santé. Ce séminaire avait pour objectif d'évaluer l'articulation entre le projet régional de santé et le plan régional de santé au travail et de l'articulation entre santé publique et santé au travail. Et il avait pour objectif également de faire toute proposition et d'identifier des pistes d'action. Alors Philippe, est-ce que ça a donné quelque chose, ces pistes d'action? Parce qu'en fait, une question qui revient beaucoup. Et pour cause, ce séminaire devait se dérouler le 16 mars 2020. Je vous laisse imaginer, par la force des choses, il a été annulé l'éveil. Mais on espère bien le reconduire lorsque des temps meilleurs arriveront. Parce que Philippe, une des questions qui revient pas mal, et Philippe et aussi les autres intervenants, c'est mais est-ce que la voix des représentants des usagers à un CRSA et dans ces différentes commissions, elle est entendue finalement? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est entendue, cette voix? Est-ce que vous avez l'impression d'arriver à peser sur le paysage sanitaire et de santé via votre présence en CRSA? En ce qui concerne la commission prévention, les représentants d'usagers ont bien entendu la parole, pour autant qu'ils la prennent, même si c'est dans un domaine pour lequel on n'a pas toujours beaucoup de compétences. Mais l'avis des usagers est effectivement pris en considération. Patrick, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, mais peut-être le glisser aussi sur un petit peu ce qu'est la commission donc spécialisée dans le domaine des droits des usagers, qui a pour mission principale quand même d'évaluer la façon dont les droits des usagers sont respectés et à formuler des propositions d'action afin d'améliorer la connaissance et le respect de ces droits. Ça semble important de dire qu'elle est reconnue sur ce rôle-là. Alors, je disais que c'est une petite commission qui est composée de 13 membres, mais elle réunit quand même sur ces membres-là 6 qui proviennent du collège des usagers, des services de santé, du médico-social. Donc, on a quand même une identité représentant des usagers forte. Et elle est chargée d'élaborer un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, l'égal accès aux services de santé pour tous et la qualité de la prise en charge dans les domaines sanitaires et médico-sociaux. Alors, je pense que, moi j'ai envie de dire qu'on n'est pas suffisamment, vous savez qu'on n'est que des instances consultatives. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc on est consulté de deux façons. On est consulté parce qu'à certains moments, il faut nous consulter et on nous demande notre avis. Donc le directeur de l'ARS va nous demander des avis. Et bien sûr, automatiquement, la CRSA, les commissions, la commission permanente va travailler pour pouvoir présenter ces avis de la CRSA avec le fait qu'ils sont pris en compte ou pas, mais avec peut-être un regret, c'est qu'on n'a pas toujours un rapport écrit en retour des avis que nous avons proposés. Par contre, on le disait tout à l'heure, cette instance, elle peut s'autosaisir de tout. Et c'est quoi l'autosaisine? C'est l'autosaisine, ça désigne le fait de pouvoir choisir et saisir sa propre juridiction d'une autorité par elle-même. Et la CRSA possède ce pouvoir. Et je pense que de temps en temps, on s'en prive, alors que ça nous laisse tout loisir de pouvoir être force de proposition. Dans la défense des lois et l'esprit des lois, en référence, on va dire, à celui qui les a portés il y a très très longtemps, Montesquieu, nous, on a été un petit peu au niveau de la commission des usagers, on a été fort de proposer ce qu'on a appelé un label démocratie en santé, de façon à pouvoir, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, lancer un appel à projet, de façon à pouvoir repérer tous les projets émanant des établissements d'aide sanitaire, sociaux, médico-sociaux, maisons de santé pluriprofessionnelles, qui avaient au moins le mérite, dans leur présentation, dans leur proposition, dans leur réalisation, d'y avoir systématiquement associé des représentants des usagers dans l'émergence de ces projets. Ce qui permettait de pouvoir ensuite solliciter l'ARS sur le fait que la commission élargie puisse
auditer ces projets, après les avoir fait passer au niveau d'un regard des CTS départementaux, et ensuite avec une enveloppe budgétaire qui nous était allouée au niveau de la CRSA, de pouvoir ou ne pas reconnaître ces projets dans l'innovation, ou les reconnaître et les labelliser, et non seulement les labelliser, mais aussi les financer pour certains d'entre eux. Et on avait une enveloppe à peu près qui représentait 150, 200 000 euros, et qui permet tous les ans, et on avait à peu près 60 dossiers tous les ans, qui permettaient de pouvoir dynamiser un petit peu cette démocratie en santé. Et on avait proposé également à l'ARS que non seulement de labelliser, de financer, c'était que sur les années N1 plus 2 ou plus 3, on puisse revenir sur les établissements pour savoir comment ces projets avaient été évalués, finalisés et réalisés. Et le dernier point. Patrick, attends, juste Francine et Philippe, mais rapidement, dans vos CRSA, les CSDU sont en charge aussi de ce label? Oui, en Bretagne aussi. Oui. Ouais, nous avons des labels. En Bourgogne-Franche-Comté également. Également. Ok, Patrick, je te laisse enchaîner. Non, je voulais simplement terminer pour vous dire qu'il y a un rapport d'activité dans le domaine des droits des usagers qui doit être réalisé par chacune des CRSA. Quand on fait le lien entre le CTS, le CDCA, je vais donner qu'un exemple. Quand on prend les CDCA aujourd'hui, il y a deux formations. Redis ce que c'est la CDCA. Commission départementale citoyenneté autonomie à échelle de tous les départements. Il y a deux formations. Il a été noté dans le chat, je le dis pour les intervenants, qu'il y a encore trop de sigles. Pensez à les expliciter, même si vous les avez dit une fois. C'est nouveau pour certains participants. Alors, cette commission départementale citoyenneté à l'autonomie, elle a deux formations. Une formation personnes âgées, une formation personnes en situation de handicap. Le Conseil territorial de santé, qui est également sur le département en référence à l'Agence régionale de santé, il a également deux formations. Une formation avec un président représentant l'expression des usagers et un président sur la santé mentale. On voit bien que déjà dans le maillage, il y a déjà une organisation où nous sommes présents qui permettrait et qui devrait permettre de mieux travailler ensemble. Ça a permis quand même tous ces rapports qui seront montés au niveau de la Conférence nationale de santé, de pouvoir aujourd'hui avoir une référence à une charte qui existe et que j'invite à tout représentant des usagers de mettre au fronton de chacun des établissements dans lesquels nous sommes. C'est la charte du parcours de santé, usagers et professionnels ensemble pour notre santé. C'est le fruit de ce travail commun, quoi. C'est le fruit du travail que nous avons fait remonter au niveau de nos rapports. C'est la récupération qu'en a fait la Conférence nationale de santé. C'est un document aujourd'hui qui est officiel, qui a pignon sur rue et sur lequel on peut prendre un point d'appui pour faire évoluer nos instances au niveau des établissements. Ok, merci Patrick. Francine, tu voulais dire un mot tout à l'heure, je crois. C'était peut-être sur la place des RU et est-ce qu'ils arrivent à influencer ou pas la politique de santé à la CRSA? Alors, influencer, je ne sais pas. Notre place, je pense qu'on la trouve. Moi, je trouve que je suis arrivée en 2016 et en fait, le mandat s'est prolongé. Mais en fait, on se trouvait un petit peu perdu par rapport au nombre. On nous demandait pas nécessairement notre avis. Ça a beaucoup évolué. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que quand même, on est reconnu en tant que représentant des usagers. On nous demande notre avis. On a la possibilité d'émettre notre avis. Je pense que ça a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, malgré tout ce nombre qu'il y a autour de la table et les fédérations hospitalières et que ce soit les URPS, en fait, ils sont URPS, Union régionale des professionnels de santé. Merci, c'est les syndicats de professionnels. Hein. De santé, oui. Voilà. Ça regroupe aussi bien les kinés, les infirmières, les médecins libéraux qui sont présents autour de la table. Et je pense que c'est vrai que ça a évolué. Mais il faut pouvoir y trouver sa place. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, déjà, on nous reconnaît plus puisque les agences régionales de santé, aujourd'hui, nous sollicitent pour faire partie dans des groupes de travail. Hein, donc, ils passent beaucoup par France Asso Santé, tout au moins au sein de la Bretagne. Ils font référence à France Asso Santé pour avoir justement des représentants des usagers. Et ça, je pense que c'est important. Nous, en Bretagne, on a une convention qu'on vient de signer avec l'Agence régionale de santé. D'accord, merci Francine. Patrick, un mot et après on enchaînera avec le décret à venir. Ce qui m'a facilité, c'est peut-être aussi un petit peu cette tâche au niveau de la présidence de la commission d'usagers, c'est que je suis aussi président de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine.
Je pense qu'il est incontournable que demain, il puisse y avoir une relation très très forte dans la dynamique, qui est la dynamique France Asso Santé en région avec l'ARS et les CRSA, parce que je pense qu'on a beaucoup dans l'accompagnement à apporter au niveau donc de ces représentants des usagers qui sont dans ces différentes instances. Voilà. C'est vrai que ça a été assez facilitateur. Je ne vais pas renouveler mon mandat en CRSA, je resterai président de France Asso Santé, mais je pense que je serai très très vigilant à ce que le futur président de la commission des usagers soit quelqu'un avec qui on va pouvoir continuer cette alliance de façon à porter ensemble ce projet de la défense des droits des usagers. Ça me semble important d'être précisé. Ok, Francine. Oui, pour compléter ce que dit Patrick, en fait, même en région Bretagne, on a participé avec des enquêtes avec la CRSA, qu'on a construit ensemble, France Asso Santé et CRSA. Ok, un lien on a fort. Travaillé sur un guide aussi. Et les CRSA. Philippe, peut-être nous dire quelques mots sur le décret, donc puisque vous savez peut-être qu'il y a eu l'année dernière ce qu'on a appelé le Ségur de la santé, donc en plein milieu de la crise sanitaire, qui visait entre autres à revaloriser certaines professions de santé, mais au milieu de tout ça, il y avait aussi d'autres évolutions du système de santé, et on y a même parlé, figurez-vous, des CRSA, et ça va donner lieu à un décret pour faire évoluer un peu les missions. Donc en quelques mots, et peut-être donner plus de poids à ces conférences par rapport à l'ARS. Et en tout cas que l'ARS, tout à l'heure, Patrick nous disait que bon, l'ARS revenait pas toujours vers la CRSA pour lui dire ce qu'elle avait fait. Ça va peut-être évoluer. Philippe? Alors effectivement, les CRSA mises en place par la loi de juillet 2009 et mises en place effectivement plutôt en 2010, ont fêté leur 10e anniversaire l'année dernière. Et le bilan des 10 premières années, tel qu'il a pu être dressé l'an dernier par plusieurs CRSA, sous l'impulsion de celles de Bretagne et d'Île-de-France, laisse apparaître, sans prétendre être exhaustif, un certain nombre de constats. Je n'en citerai donc que quelques-uns. Par exemple, un manque d'autonomie vis-à-vis des ARS, un champ d'action souvent limité aux seules obligations réglementaires, l'absence de lien avec les conseils territoriaux de santé a été aussi constaté. Ainsi, par exemple, que le manque un nombre supérieur d'informations descendantes par rapport aux informations montantes. Ce bilan a été l'occasion de faire connaître les attentes des membres des CRSA en exercice. La Conférence nationale de santé, dont on vient de parler, a également fait connaître les siennes au mois de juin de l'année dernière par un avis qui s'appelait « Contribution au Ségur de la santé pour un renforcement de la démocratie en santé ». Comme vient de le dire Sylvain, donc c'est le Ségur qui nous ouvre les portes des nouvelles, entre guillemets, CRSA. Et plus particulièrement, la mesure 32 de ce Ségur. Je vous rappelle que le Ségur de la santé a vu son aboutissement au mois de juillet de l'année dernière et qu'il comporte 33 mesures. Et la mesure 32, dont je viens de parler, vise, je cite, à renforcer les missions et l'indépendance des CRSA afin d'en faire de véritables parlements de santé. C'est le terme exact. Et pour ce faire, cette mesure 32 prévoit 3 domaines d'action. Renforcer l'autonomie des CRSA en les dotant de moyens de travail et d'organisation qui leur soient propres. Deuxièmement, étendre leurs capacités de consultation et mieux les articuler avec les autres instances de la démocratie sanitaire dans les territoires, et donc en particulier les conseils territoriaux de santé. Et enfin, rendre obligatoire leur consultation pendant les périodes de crise sanitaire. J'ai parlé de parlement de santé. Je pense que c'est un abus de langage, certainement consécutif à l'euphorie
qui prévalait au moment de la négociation du Ségur. En effet, juridiquement parlant, la notion de Parlement implique une désignation par le peuple, des moyens propres à caractère fiscal et surtout un véritable pouvoir de décision, ce qui n'est pas le cas. Il aurait fallu, sinon modifier la Constitution, mais au moins une loi, ce qui n'est pas dans l'ère du temps de l'état d'urgence, qui encore aujourd'hui suspend en grande partie les prérogatives de notre Parlement. Les ambitions du Ségur doivent donc se contenter d'un décret relatif aux missions, aux attributions et à l'organisation des CRSA. À quoi peut-on s'attendre? Alors que nous sommes à quelques semaines du renouvellement des CRSA, ce décret n'est pas encore paru. Il reste attendu pour la fin d'avril, voire la mi-mai, dans le meilleur des cas. Il fait encore en effet l'objet d'échanges entre les diverses administrations concernées. Néanmoins, nous en connaissons le contenu qui porte sur 5 points essentiels. En commençant par le moindre, celui de la composition des CRSA, elle ne variera qu'à la marge. Le collège 2, qui nous intéresse le plus particulièrement, qui est celui des représentants des usagers des services de santé médico-sociaux, comptera toujours entre 16 et 19 membres selon l'importance de la région. Je vous rappelle qu'une CRSA compte 109 membres titulaires. Toujours dans le domaine de la composition, le collège 3 des représentants des conseils territoriaux de santé, qui ne comprend actuellement que 4 ou 5 membres, soit moins de sièges que de conseils territoriaux de santé dans chaque région. Eh bien, à l'avenir, ce collège 3 devrait comprendre autant de sièges que de présidents de CTS. La composition des autres collèges et des commissions spécialisées ne variera sans doute qu'à la marge. Seule la composition de la commission spécialisée des droits des usagers, aujourd'hui composée de 12 membres, dont seulement 6 représentants des usagers, est encore susceptible d'évoluer, mais je n'ai pas d'informations sur le sujet. Deuxième point d'évolution, un élargissement des champs de compétences. En plus de ces compétences traditionnelles qui sont les siennes actuellement, en particulier en ce qui concerne le projet régional de santé, la nouvelle CRSA sera appelée à donner son avis sur la politique de réduction des inégalités de santé dans la région. C'est une nouveauté importante. Sur les orientations de la politique d'investissement régionale, sur la base notamment d'un point d'étape annuel présenté par le directeur général de l'ARS. Sur les orientations annuelles d'utilisation du fonds d'intervention régionale, le FIR, qui pour l'instant reste un petit peu une sorte de boîte noire. Sur le plan régional, santé, environnement, et enfin, sur l'évaluation du projet régional de santé, le PRS. Troisième domaine d'évolution, une plus ample information de la CRSA, ou plutôt de sa commission permanente, par le directeur général de l'ARS. Chaque année, en effet, le directeur général de l'ARS présentera à la commission permanente les orientations stratégiques et le bilan d'utilisation du fonds d'intervention régional, les grandes orientations de la politique d'investissement et de la politique de formation pilotée par l'agence. Et également, chaque trimestre, voire 2 fois par an pour certains avis, le même DG de l'ARS présentera à la commission permanente un rapport présentant une synthèse des suites données aux avis émis par la CRSA et par ses commissions. Et Philippe, qu'est-ce qui se passera s'il ne le fait pas?
je ne connais pas de pouvoir de sanction de la part de la CRSA ou de ses commissions, mais j'allais dire, tu m'as coupé un petit peu l'herbe sous le pied, que déjà actuellement, ça se fait quand même dans un certain nombre de régions. Certaines commissions ont en effet obtenu, sans difficulté d'ailleurs, de la part du DG de l'ARS, d'être informés des suites données à leurs avis. Quatrième domaine d'évolution, un rôle renforcé en période de crise. Ces mesures sont bien sûr la conséquence directe de la crise que nous traversons. Cela signifie que lorsque l'état d'urgence sanitaire sera déclaré à l'avenir, et on espère que ça n'arrivera plus, la commission permanente sera constituée en formation spéciale associant les présidents des conseils territoriaux de la région. Et cette formation spéciale se réunira au moins une fois par mois. Le DG de l'ARS devra lui présenter très régulièrement les principales dispositions envisagées pour assurer la gestion de crise dans la région. Et enfin, la CRSA sera associée au retour d'expérience et aux travaux d'évaluation de la gestion de la crise. Cinquième et dernier domaine d'évolution, une plus grande autonomie de la CRSA. Au début de chaque mandature, et pour le présent renouvellement, ce sera donc au mois de septembre ou octobre prochain, le président de la CRSA, nouvellement élu, présentera au DG de l'ARS un programme de travail pour la durée de la mandature à venir, c'est-à-dire 5 ans. Donc un programme de travail assorti d'une évaluation des moyens souhaités pour mener à bien ce programme de travail. Parallèlement, le directeur général de l'ARS fera connaître au président de la CRSA le budget prévisionnel qui sera mis à sa disposition pour chacune des années de la mandature. Et chaque année, au plus tard au 31 janvier, ce même directeur général indiquera le montant annuel financier inscrit dans le budget de l'agence. Et le président de la CRSA aura les moyens d'utiliser ces crédits à sa convenance, bien sûr dans le respect des règles qui régissent la gestion des deniers publics et sous le contrôle également de l'agence, bien évidemment. Voilà très rapidement brossé ce que sera peut-être la nouvelle CRSA, pour autant qu'on puisse le savoir. Merci Philippe. Effectivement, ma question n'était pas innocente. C'est qu'est-ce qui se passera si on voit que le DG ARS a un rôle important et on attend beaucoup de lui par rapport à la CRSA. Comme le disait Philippe, c'était déjà le cas. Les textes prévoyaient déjà qu'il puisse revenir sur des avis, mais là, ce sera plus fort. Mais on sait que c'est très variable d'une région à l'autre, hein, parfois les relations entre la CRSA et les ARS. Et donc, c'est là qu'est important bien le rôle des représentants des usagers, entre autres participants et membres des CRSA pour j'ai envie de dire, appuyer là où ça fait mal quand les ARS ne respecteront pas notamment ce futur décret et qu'il n'y aura pas de retour ou pas suffisamment de retour de la part du directeur de l'ARS. Donc dans ces cas-là, c'est bien de travailler collectivement. Peut-être que c'est une bonne transition pour que Sabine nous explique un peu ce que France Asso propose, parce que je l'ai vu, hein, il y a eu pas mal de questions autour des prérequis, c'est quoi être représentant des usagers, comment je fais pour travailler avec les autres. Donc il y a un vrai challenge, c'est de travailler collectivement. Je te passe la parole Patrick avant Sabine. C'est de travailler collectivement. Donc on va voir un peu les outils que propose France Asso. J'ai vu que Alice Mindron, qui est la responsable formation, a mis déjà pas mal de liens aussi dans le chat vers des documents de France Asso Santé, voilà, qu'on propose. Mais au-delà des documents, il y a aussi le travail en commun, le travail entre les réunions et entre représentants, parce que c'est là qu'on trouve tout l'intérêt de la représentation, surtout dans une commission comme dans une conférence comme la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Patrick, un mot, ensuite Philippe, oui. Et Sabine sur les outils. Un mot rapide, mais je crois que j'ai envie de dire qu'à travers un petit peu ce qui nous a été présenté, c'est que je crois que
ce bilan des 10 ans, il a été entendu dans le constat, à considérer qu'on ne pouvait pas continuer à faire comme on l'avait fait pendant les 5 années précédentes ou les 10 années précédentes. On sait très très bien que toute organisation qui n'évolue pas est en mesure de disparaître. Je pense que ça a été entendu. Après, on va avoir, comme tu dis Sylvain, des positions totalement différentes et ça commence déjà par la position du directeur de l'ARS. Moi, je peux vous dire qu'en Nouvelle-Aquitaine, l'arrivée de Benoît Elbode fait qu'aujourd'hui, on est sur la phase de mise en place opérationnelle d'une organisation collective qui répondrait un petit peu au cahier des charges du nouveau décret. C'est toujours intéressant quand on a un directeur de l'ARS qui vient vers la CRSA et qui nous dit « mais moi je suis prêt à vous donner plus d'autonomie, à ce que vous ayez plus d'indépendance et à ce qu'on vous apporte dans l'enveloppe du FIR des moyens listés à votre disposition que vous serez en mesure de gérer pour vos propres actions. » Ça semble important. Après, il faut en trouver l'organisation. Mais par contre, il peut se passer que sur une autre région, on n'ait pas la même motivation d'un DG de l'ARS. Et ce sera au président de la CRSA, aux représentants des usagers que nous sommes, de pouvoir remonter ce projet au niveau un petit peu de la présentation qui en sera faite en plénière, de façon à ce qu'il soit accepté. Je trouve plutôt intéressant de savoir que, en Nouvelle-Aquitaine, alors qu'on avait 5 représentants des CTS, on puisse en avoir 12, c'est-à-dire un représentant de chacun des 12 CTS de chacun des départements. Ça veut dire qu'on va commencer à pouvoir travailler un petit peu mieux avec les CTS. Voilà. Mais je pense qu'il y a au moins un pas de franchi. Maintenant, il faut transformer l'essai, quoi. Ok, Philippe, tu voulais ajouter quelque chose? Je précise, Philippe, si tu peux nous dire, il y a eu une question sur la durée des mandats, donc ça, elle ne bouge pas. Je pense que c'est toujours 4 ans. Il y a eu une question sur le nombre de renouvellements. Il me semble que dans le projet de décret, il était prévu qu'il puisse y avoir autant de renouvellements. Est-ce que tu confirmes? Effectivement. Parce que jusqu'à maintenant, c'était un renouvellement, donc 2 mandats possibles. Il me semble qu'ils ont fait sauter dans le décret. Ils ont fait sauter. Non. Le décret ne touche pas à cela. Simplement, cette disposition de limitation ne s'applique pas au renouvellement qui arrive. Oui. C'est une disposition antérieure de fin 2019. C'est un décret de décembre 2019. Oui, tout à fait. Effectivement. Donc, j'ai entendu. Donc, en fait, on remet les compteurs à zéro. Voilà. Exactement. On remet les compteurs à zéro à partir du futur mandat. Ok. Exact. Je te laisse préciser ce que tu voulais préciser. J'ai entendu parler de la crainte pour les représentants d'usagers de se sentir isolés et d'être seuls. Je voudrais rapporter l'expérience de Bourgogne-Franche-Comté qui, à l'initiative de France Asso Santé, nous avons, en amont de chaque réunion plénière de la CRSA, organisé une préparation en commun réunissant les représentants des usagers à la dite CSA. On se voit, la séance plénière a lieu l'après-midi et on se rencontre le matin. Très bien. Merci Philippe. Effectivement, ça me permet aussi de préciser et de souligner, avant de donner la parole à Sabine, le rôle très important des délégations régionales. Bon, je suis coordinateur national de France Asso, donc je travaille avec les délégations. Mais vraiment, ces délégations, pour vous qui êtes représentants des usagers, qui vous posez des questions sur les mandats, etc., elles sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de France Asso Santé. Chaque délégation a une page, voire plusieurs pages sur le site qui est dédiée. Donc, vous aurez toutes les coordonnées, les contacts, toutes les actus de ces délégations régionales qui font plein de choses justement pour rompre l'isolement des représentants des usagers, faire en sorte de leur donner des outils pour qu'ils travaillent ensemble, puisque vraiment la force de la représentation des usagers, c'est de bosser ensemble. Et plus au-delà même des représentants des usagers, ensuite, c'est d'arriver à bosser aussi avec d'autres partenaires, parce que ça, vous l'avez peu dit jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que la CRSA, c'est aussi un excellent endroit pour nouer des relations avec justement les autres membres de cette conférence. Il y a plus de 100 membres dans une CRSA, donc ça fait tout un tas de contacts à nouer qui permettent d'avancer. Parfois, on est en débat, parfois acharné avec certains de ses membres, mais c'est pas grave, ça permet de nouer les contacts. Sabine, peut-être sur le service formation et le rôle des délégations justement et des outils de France Asso. Le micro, alors, Sabine.
T'as permis ton micro, Sabine. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Oui, comme tu le disais, Sylvain, donc c'est le rôle des délégations régionales d'animer le réseau des RU et de créer les conditions pour qu'ils puissent travailler ensemble et s'entraînent à travailler ensemble, parce que ça se décrète pas, hein. C'est toujours plus riche, mais c'est aussi quelquefois plus compliqué de travailler à plusieurs. Donc là, les groupes d'échange, la formation sont des lieux et des moyens, je dirais, habiles pour se rencontrer. Quand on vient de différentes associations, souvent au siège, on a des mandats différents. Et c'est ce qui, à mon avis, en fait la richesse, hein, de groupes de 10-12 RU ensemble qui ont des casquettes associatives et des mandats différents. On apprend à créer avec une méthodologie qui vous est proposée à travailler ensemble. Mais si on hiérarchise, ou en tout cas on essayait de voir les ressources qui sont possibles pour vous, c'est vrai qu'il y aurait 3 niveaux. Un niveau d'information. Donc, vos associations peuvent proposer des avis sur des sujets qui sont prioritaires dans vos régions. France Asso Santé aussi propose des notes de position. On vous enverra après les liens où les trouver, hein, sur les grands sujets, donc certains sujets comme la vaccination en ce moment, mais d'autres sujets prioritaires dans vos régions, hein, pour à la fois nourrir le débat, vous aider à prendre de la distance, et puis se dire voilà, on va pas réinventer les choses. Il y a des personnes qui ont réfléchi et qui ont déjà échangé sur leur expérience sur des sujets donnés, donc autant s'en saisir. Il y a des groupes de travail au niveau national comme au niveau régional aussi qui sont mis en place, auxquels vous pouvez participer, mais aussi juste, si vous avez moins de temps, avoir les comptes rendus de ces groupes de travail, là aussi pour nourrir le débat. Comme l'a dit Sylvain et les différents intervenants, hein, d'échanger entre RU, alors soit juste avant la réunion parce qu'on a eu les documents et on les regarde ensemble, mais aussi lors des groupes d'échange avec les RU de son association. Voilà, il y a différents niveaux où on peut échanger avec d'autres, titulaires et suppléants. Moi, je suis toujours surprise de voir dans les formations que certains exercent un mandat depuis quelque temps et ils connaissent pas leur titulaire ou suppléant, alors que naïvement, je me disais, c'est la première personne que moi j'appellerais pour partager un avis. Donc ça, c'est une évidence, mais c'est peut-être bien de le rappeler. Bien sûr, sur le site de l'ARS, il y a aussi des sites de l'ARS, de la HAS, il y a aussi des données de santé sur votre région qui sont produits, hein, et qui peuvent vous aiguiller et vous aider à avoir un avis. Donc voilà, s'informer pour ensuite pouvoir prendre une position. Plus on se sera documenté, plus on se sentira aussi à l'aise et légitime pour donner un avis et porter une seule voix. Donc, il y a à la fois ce que vous allez aller chercher comme information, et puis les remontées locales. Dans les conférences régionales de la santé et l'autonomie, on se nourrit aussi de ce qui va remonter de niveau territorial, des rapports annuels de ce qui se passe dans les établissements de santé. Donc, il y a toutes ces sources d'informations qui sont complémentaires et qui vont vous aider à produire des avis. Donc ça, ce serait à un niveau peut-être plus individuel. Et en fait, ce qu'on vous propose au service formation, donc peut-être dire que ce qui fait notre spécificité, et pour nous, forcément, je prêche pour ma chapelle, mais la formation, c'est le regard interassociatif, c'est-à-dire que c'est plutôt que se retrouver entre RU d'une même association, celle qu'on va proposer, on va avoir des représentants d'usagers qui siègent dans différentes instances, mais qui viennent d'associations de malades, de consommateurs, d'associations familiales. Donc chacun va vraiment pouvoir apporter son point de vue et on va tenter de créer un peu une culture commune de la représentation des usagers, chacun avec ce qu'il est, où il en est, mais apprendre. Moi, je trouve que c'est vraiment le point fort des formations, c'est apprendre à travailler ensemble autour de cas pratiques. Hein. Toutes nos formations, elles sont loin d'être théoriques, elles sont créées par notre réseau de formateurs qui sont eux-mêmes RU expérimentés, et donc ça part de situations réelles et on apprend à se positionner, à avoir une lecture usagée à partir de situations rencontrées sur le terrain. Donc là, j'en ai listé quelques-unes sur la diapo, mais il y a une offre de formation assez diversifiée et vous pouvez vous rapprocher de vos délégations régionales pour voir la programmation en région. On a à peu près 150 à 180 jours de formation en présentiel et en distanciel qui sont proposés.
le distanciel fait voyager. Hein. On peut suivre une formation sur n'importe quel territoire si elle n'est pas programmée dans sa région. On en a justement une pour les RU en CRSA qui sera programmée à partir du 2e semestre. Et une formation qui a été maintes fois déjà programmée, qui est co-construire un avis, une position, qui me semble tout à fait pertinente si on siège en CRSA, parce qu'elle, encore une fois, c'est avec une méthodologie proposée d'apprendre à plusieurs, chacun avec son expérience, de construire un avis commun et de porter une voix collective. Comme le disait chacun, c'est vraiment de passer de l'individuel à une voix collective qui serait celle des usagers. Donc, je ne vais pas être exhaustive sur l'offre. Hein. Allez voir sur le site internet et extranet. On vous enverra les liens. C'est des formations, bien sûr, gratuites, qui sont financées par le ministère et auxquelles vous pouvez vous inscrire. En général, elles sont d'1 ou 2 journées. Et on a proposé avec un virage en accéléré avec les confinements, on s'y est tous mis, proposer de la formation à distance qui semble répondre à une demande pour des personnes qui auraient peu de temps parce qu'ils seraient par ailleurs salariés ou parce qu'ils habitent loin, des formats plus réduits, d'ateliers d'1h30 sur des points spécifiques. Enfin voilà, il y a une offre assez diversifiée pour répondre aussi à vos besoins et vos contraintes. Sachant que le présentiel est aussi attendu par beaucoup de RU et on espère que très vite on pourra refaire des formations en présentiel partout sur le territoire parce que c'est vrai que c'est complémentaire et c'est bien les ateliers en visio, mais ça a ses limites. Bah là on a une quinzaine de sessions prévues en juin, on espère qu'elles pourront avoir lieu. Dernière ressource, et je m'arrête là pour laisser après du temps pour les questions. On peut remettre les diapos peut-être. Sur ce qu'on appelle les boîtes à outils. Il y a les fiches santé info droit, peut-être que vous connaissez, on demande pas aux RU d'être des juristes ni des techniciens, donc il y a une tentative de France Asso Santé de vulgariser des connaissances pour les rendre vraiment opérationnelles et, je dirais, pratico-pratiques. Hein. Ces fameuses boîtes à outils. Il y a près de 80 fiches. Hein. 80 fiches santé info droit et une vingtaine de fiches boîte à outils. Donc les boîtes à outils, c'est souvent un recto verso. Vous pouvez les avoir en version papier via le service de documentation. Et ça vise à vous donner des conseils très pratiques ou des listes pour faciliter un questionnement, pour vous positionner sur un sujet, ou des points clés à retenir. Donc ça aussi, n'hésitez pas à les récupérer et puis surtout à les partager avec d'autres membres, pas forcément des RU, mais pour montrer aussi un peu comment vous travaillez. Voilà, donc ça c'est des ressources qui vous sont proposées si vous en avez besoin et en effet chacun peut avoir des besoins différents. Encore une fois, outils papier, outils en ligne, formation en présentiel. On espère qu'il y en a pour toucher le plus grand nombre en fonction de vos contraintes. Merci Sabine. Frédéric, tu voulais dire un mot? Oui, je voulais dire, si tu veux bien Sylvain, préciser que toutes ces documentations vont être mises à disposition des internautes sur le site ou par un envoi spécial si nécessaire. Oui, en fait, d'une part, Alice Mindron, notamment responsable formation, a mis pas mal de liens déjà dans la conversation, mais effectivement avec le replay, dès demain le replay de cette séquence ce sera disponible. On mettra aussi tout un tas de liens qui peuvent vous aider. Mais sinon, tout est sur le site de France Asso Santé, mais comme vous l'avez vu, il y a tellement d'infos qu'il faut pouvoir les retrouver. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas aussi à contacter notamment les délégations régionales pour vous aider à vous y retrouver. Il y a vraiment beaucoup de docs, beaucoup d'offres. Donc n'hésitez pas à vous laisser guider. Il y a Philippe qui avait levé la main tout à l'heure. Et puis après, j'interrogerai Francine sur un point aussi. Oui, Sabine, rapidement. Oui, juste un point sur la doc pour dire que tout le monde n'a pas une imprimante couleur chez lui et donc les versions papier sont bien sûr disponibles. Vous pouvez les recevoir et les commander au service documentation. Donc il n'y a pas forcément besoin de le regarder de son ordinateur. Quand vous êtes un représentant des usagers, membre de France Asso Santé, puisque c'est un intérêt à être membre de France Asso Santé, c'est aussi celui-là. Philippe. Oui, je voulais dire tout à l'heure que pour siéger en CRSA, il n'était pas nécessaire ni obligatoire d'être représentant des usagers
en établissement, que ce soit en conseil de surveillance ou en commission des usagers, représentants des usagers en conseil territorial de santé ou dans d'autres instances. Mais je dirais qu'il paraît indispensable de fédérer au sein d'un réseau tous ces représentants des usagers dans quelque instance qu'ils siègent. Et c'est sans doute la mission essentielle de France Assos Santé. L'objectif étant de pouvoir mutualiser nos connaissances territoriales, locales, je dirais, et même techniques, puisqu'on a un système de santé qui n'a jamais été aussi complexe que celui d'aujourd'hui. Merci Philippe. Francine, il y a eu pas mal de questions autour de la commission offre de soins dont on a parlé tout à l'heure. Et puis là, ça fait vraiment la transition avec ce que vient de dire Philippe. C'est-à-dire que dans la présentation de ce webinaire, tu m'avais dit que toi, en siégeant dans cette commission, tu faisais souvent le lien avec les représentants en établissement de santé. Donc parce que les gens ont besoin de savoir comment concrètement vous bossez en tant que représentant sur sur des cas concrets. Donc comment tu t'y prends, qu'est-ce que ça demande comme boulot? Alors, c'est vrai que quand même, on a une étude à peu près entre 9 et 12 dossiers par commission. Alors, quand on pour la région Bretagne, hein, sur la région Bretagne, voilà. On a 4 réunions par an, 3 à 4 réunions par an. Donc, ça nécessite quand même un peu de temps, mais quand on a un doute sur un dossier, qu'on n'a pas tout bien compris, parce que ça peut arriver aussi, c'est bien de contacter les représentants des usagers des établissements. Ça m'est arrivé quelquefois. Et c'est là qu'on s'aperçoit que parfois, ils ne sont pas au courant qu'il y a un dossier déposé d'ailleurs pour un changement dans leurs établissements, quand c'est un changement d'activité, par exemple, ou l'installation d'un gros matériel ou des modifications. Donc, c'est bien aussi de pouvoir contacter des représentants des usagers. Ça m'est arrivé de passer par France Assos Santé Bretagne, hein, parce que il y a beaucoup d'établissements sur la région Bretagne et on ne connaît pas tous les représentants des usagers en tant que représentants des usagers. Mais il y a aussi parfois, alors il ne faut pas se laisser instrumentaliser, parce que je le dis comme ça aussi, c'est que nous avons aussi parfois des directions des établissements qui nous appellent parce qu'ils savent qu'on est représentant des usagers. Et comme il y a un enjeu un peu économique ou politique de territoire, de nous expliquer l'importance de leur dossier, mais c'est bien aussi de les écouter parce qu'on comprend mieux aussi pourquoi ils ont fait ce dossier et qu'est-ce qu'ils en attendent derrière. Donc ça aussi, on a ça. On a aussi des enjeux aussi de pouvoir. Quand il y a par exemple 2 dossiers pour seulement une demande qui va être accordée, alors bien être attentif dans la constitution du dossier, qu'il y ait bien, nous représentants des usagers, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y ait des coopérations entre établissements et des partenariats entre établissements, voire territoires. C'est important parce que c'est aussi, on est là pour être à l'écoute des usagers et pour que tous puissent bénéficier de la même offre de soins, en fait. Merci Francine, c'est hyper important ce que tu viens de dire. On a vu tout l'intérêt de travailler entre représentants des usagers. Donc France Assos Santé est là pour faciliter ça, comme tu l'as dit, mais effectivement d'établissements et même au sein de la CRSA, on le voit, hein, quand on est seul, si on est seul et qu'on a les directions d'établissements qui commencent à vous appeler, etc., c'est quand même très bon de pouvoir débriefer après avec d'autres représentants, dire qu'est-ce que t'en penses, ils m'ont dit ça, pour arriver à reprendre du recul sur ce qu'on nous dit, même si c'est bien d'avoir ces données-là. Donc c'est vraiment tout la plus-value de France Assos Santé, c'est de vous apporter ça, hein, de pouvoir travailler ensemble. On peut penser que travailler ensemble entre les réunions, ça pourrait faire perdre du temps parce qu'il faut caler dans son calendrier, mais ça en fait quand même beaucoup gagner dans ces mandats parce que après on est d'autant plus fort quand on se retrouve en instance où, comme on l'a dit au début, les représentants des usagers peuvent être peu nombreux, comme dans la commission offre de soins. Donc, quand on est 2-3 représentants des usagers face à une quarantaine de personnes qui représentent d'autres intérêts, voilà, si on a bossé un peu les dossiers avant, on est quand même beaucoup plus fort. Une question qui a été posée aussi dans le chat, c'est mais est-ce que ces instances et notamment la CRSA, puisque c'est d'elle dont on parle aujourd'hui, est-ce qu'elles n'ont pas été un peu en sommeil depuis le début de la crise sanitaire, ou au contraire, est-ce qu'elles ont pu être réactivées, Patrick? Alors, moi, je peux vous dire que déjà d'avoir passé de 3 régions à une seule région, sur une région aussi grande que l'Autriche,
a commencé à nous poser des questions de savoir comment on allait pouvoir travailler systématiquement en présentiel. Donc, ça veut dire que bien avant la crise, on avait engagé la visioconférence et qui avait lieu sur les antennes départementales des ARS, à Limoges, à Poitiers, à Angoulême. Et on avait donc facilité le fait que quand on a 200 km à faire, voire plus, pour aller à une réunion qui va durer 3 heures ou 3 heures et demie, 4 heures, je veux dire qu'aujourd'hui, quand on est dans les collèges qui sont les nôtres, avec des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, eh bien, on a pu d'ores et déjà, d'entrée de jeu, dire oui, on va pouvoir asseoir du présentiel, mais on va pouvoir respecter le fait qu'à distance, on soit présent. Ça a été, très honnêtement, et je ne parlerai que pour la Nouvelle-Aquitaine, je peux dire qu'au niveau de la CRSA Nouvelle-Aquitaine, dans la phase en dehors, je vais dire, des 3 mois de première vague, où on a été sidéré par le Covid et ses conséquences, l'instance CRSA a fonctionné à l'identique au niveau de l'ensemble de ces commissions. Je vais même vous dire qu'on a eu, nous, on aurait préféré ne pas le faire ou le faire pour d'autres circonstances, mais la crise Covid nous a rendu dans l'obligation de pouvoir avoir un collectif régional de groupe des 12 qu'on appelle, représentatifs de la CRSA, avec les URPS, pharmaciens, médecins, infirmiers, avec la FHF, avec un représentant des CTS, avec des représentants, donc en l'occurrence des 4 commissions de la CRSA, plus des représentants personnes âgées, personnes en situation de handicap, pour avoir un groupe de concertation vaccination qui se réunit en visio tous les mercredis après-midi depuis maintenant plus de 3 mois. Donc, je peux vous dire qu'au niveau de la CRSA, je n'ai pas vu de différence et la dynamique de travail s'est poursuivie. Par contre, je serai beaucoup plus, mais je ne peux parler que du CTS sur lequel je siège, celui de la Corrège. Conseil territorial de santé. Ils ont été en effet beaucoup plus fragiles dans leur fonctionnement, pas pour tous, mais ça méritera de regarder comment et sous quelle forme les conseils territoriaux de santé ont pu poursuivre leur activité. Et je dirais la même chose par rapport au comité départemental citoyenneté et autonomie, qui pour certains sont en stand-by aussi. Philippe? La déstabilisation due à la crise s'est limitée en fait à la première vague. Et dès le mois de juin de l'année dernière, et davantage encore à partir du mois de septembre-octobre, il y a eu plutôt un effet stimulant. Pour prendre l'exemple de la Bourgogne-Franche-Comté, à partir du mois d'octobre, on a pris l'habitude entre la commission permanente et l'ARS de faire une visio hebdomadaire tous les lundis. On n'avait jamais vu ça auparavant. Donc, ça a été aussi source de progrès dans les échanges entre la CRSA et ses commissions et l'ARS. Ok, Francine, en Oui, Bretagne? En Bretagne, il y a une commission se réunit tous les 15 jours pour le suivi de l'évolution de la crise, en fait. Hein, moi, je représente la CSDU, la Commission spécialisée des droits des usagers dans cette commission. Alors, par contre, la Commission spécialisée de l'offre de soins, on a quand même, l'année dernière, on les faisait au point de départ. C'est quand même une grosse commission. Téléphoniquement, c'est catastrophique. Hein. Donc, à un moment donné, j'ai envoyé un mail et j'ai dit que nous, en tant que représentants des usagers, c'était pas acceptable. Il fallait absolument qu'on fasse ça en visio parce que c'était très difficile à suivre. Et en fait, on a tenu compte un peu de ce qui a été dit et puis maintenant, on les fait en visio, hein, avec un vote électronique après. Ouais. Alors, Patrick et Philippe, rapidement, parce qu'il y a d'autres questions. Patrick. Simplement préciser que ces commissions, elles n'ont aussi le fait de fonctionner que si elles ont le quorum. Oui. Quand même important de le préciser. Et là, je tiens à dire aux représentants d'usagers qui ont été dans les CRSA ou qui le seront, on n'a pas à rougir de la présence qui a été la nôtre au niveau de l'ensemble de ces commissions. Voilà. On ne pourrait pas dire de la même façon sur d'autres collèges le fait que certains ont moins investi que nous ces représentations-là. Et dernier point, Sylvain, c'est que je pense que quand on reprend aujourd'hui CRSA sur l'ensemble des régions, CTS sur l'ensemble des régions, qu'on regarde le nombre de personnes que ça représente, on a déjà à échelle du national une consultation, si elles étaient consultées sur des sujets de santé, on aurait déjà au retour des réponses de ces gens-là
un premier regard de la santé, de la façon dont elle est portée en France. Effectivement, c'est très important ce que vient de dire Patrick. Philippe. Oui, je voulais dire que pour la commission de l'organisation des soins, la réunion téléphonique est d'autant moins possible que c'est la seule commission où l'on vote, où les avis doivent être rendus avec un vote formel. Tout à fait. Oui, je voulais dire aussi par rapport à ce que disait Patrick que notamment ceux qui sont assez peu présents dans ces instances, faut le dire, c'est les élus territoriaux. Ça remonte de partout, alors qu'ils se piquent eux-mêmes de dire que la démocratie c'est eux. Donc, ça serait bien qu'ils participent un peu plus aux instances de démocratie en santé, parce que ça remonte vraiment de toutes les régions. Une autre question aussi qui est revenue à plusieurs reprises, et là je reprends la question de Solange, qui est la plus récente sur le sujet. Existe-t-il une évaluation des travaux de la CRS? Donc Philippe, il en a un peu parlé en disant qu'il y avait eu un bilan à 10 ans dans certaines régions, mais est-ce que chaque année ou tous les 2 ans, on fait quand même une évaluation de ce qui s'y passe et de si elle arrive à faire bouger les lignes? Philippe? Normalement, chaque année, la CRSA doit dresser son bilan d'activité de l'année écoulée. Et à la fin de cette mandature, c'est-à-dire la dernière réunion, il devrait y avoir un bilan de la mandature. Ce sera en tout cas le cas en Bourgogne-Franche-Comté. Mais alors, est-ce que ce bilan, il va être lu, il va être regardé ou il va caler un meuble à l'ARS? Non, mais pour être, disons-le, entre nous. Il faut déjà le faire, et en ce moment, les membres de la CRSA volontaires se mobilisent pour dresser ce bilan. Mais et sur les précédentes mandatures, il y a des représentants de l'ARS à ce travail. D'accord. Donc, l'ARS est impliquée dans le travail. Ok. Patrick? Il faut être très, très vigilant par rapport à ça parce qu'en effet, je crois que c'est une obligation d'avoir ce rapport annuel. Nous, on avait fait un bilan en 2016-2019 avec une journée plénière en invitant un maximum de gens de façon à pouvoir faire le retour précis, concret de l'ensemble des travaux de la CRSA, de l'ensemble des travaux des commissions. Et comme tu le dis, Sylvain, je pense que si on ne garde pas ce sujet et ce dossier comme étant un point de repère par rapport à l'évolution du PRS, on est actuellement en train d'avoir des révisions des schémas régionaux de santé ou des PRS. On a absolument besoin d'avoir un regard en référence au bilan de façon à voir au bout du bout, est-ce que l'objectif a été atteint? C'est idem au niveau des commissions des usagers dans les établissements. On est sur la même logique. Et surtout pas de le laisser sous le pli et de ne pas s'en occuper parce qu'à partir de là, on n'a plus aucun repère par rapport à ce qu'on devait faire et ce qu'on va faire. Ok, merci. On a eu quelques questions aussi. Je sais qu'il a pu y avoir des réponses dans le chat, mais on va reprendre notamment sur par qui sont nommés les représentants des usagers en CRSA et il va y avoir un appel à candidature. Quel est le calendrier? Alors, je sais que le calendrier, il est étendu et pas forcément le même d'une région à l'autre. Je crois que Sabine a précisé dans le chat que c'était avril à octobre parce que c'est ce qui nous était remonté des régions. Mais sur qui désigne les représentants des usagers? Est-ce que quelqu'un veut dire en quelques mots? Philippe? Juridiquement parlant, c'est le directeur général de l'ARS qui arrête la liste, c'est un arrêté, la liste des membres de la CRSA. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, l'appel en candidature pour les représentants d'usagers du collège 2, c'est-à-dire celui qui nous intéresse le plus, vient d'être lancé. Et les personnes pourront candidater jusqu'à la fin du mois de mai. L'objectif étant de pouvoir installer la nouvelle CRSA dès le mois de septembre-octobre, sachant que l'actualité nous bouleverse un peu puisqu'il va y avoir des élections régionales, des élections départementales, que les URPS, sont les unions régionales des professionnels de santé, excusez-moi, sont en cours de renouvellement, même si les élections sont maintenant terminées, il faut encore qu'elles se mettent en ordre de marche. Ok, Patrick? Oui, on est un petit peu sur le même calendrier, si ce n'est qu'on n'a pas, l'appel à candidature n'a pas été encore lancé. Est-ce que c'est lié au fait que le décret n'est pas encore totalement sorti? Par contre, ce que je peux dire, et c'est peut-être là aussi un petit peu au niveau des associations,
au niveau de France Asso Santé par rapport au collège 2 des représentants des usagers, le collège 5, le collège 6. On est revenu vers les représentants des usagers qui étaient en CRSA pour leur demander s'ils avaient le désir de poursuivre, de renouveler ou d'arrêter éventuellement leur mandat de façon à ce qu'on ait un petit peu un état des lieux du potentiel de gens repartants et puis du potentiel, si ces gens sont partis en nombre, de pouvoir aussi travailler sur le recrutement des nouveaux. Voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Alors, quelques questions aussi de personnes plus loin peut-être de la représentation des usagers. Comment on fait pour être représentant des usagers? Donc peut-être redire qu'il faut être membre d'une association agréée. Donc ça, c'est quand même le premier niveau. Et puis, on nous a demandé aussi si les représentants des usagers étaient indemnisés. Alors, Patrick? Non, il n'y a pas de… Si, il y a une représentation des usagers avec un petit forfait financier, c'est au niveau des caisses primaires de l'assurance maladie. Voilà, où là, par contre, le représentant des usagers, il a une identité France Asso Santé et il est désigné par France Asso Santé. Et au-delà de ce que sont aujourd'hui les défraiements, de frais de transport, éventuellement de repas quand il y en a au niveau de certaines commissions, c'est la seule qui a cette petite indemnité financière. Au niveau de celles que je connais les autres, il n'y a pas de financement d'indemnité au niveau des représentants des usagers. Francine? Non, seulement nos frais de déplacement. Hein. C'est ça. Les frais de déplacement, effectivement, et pour les nouveaux représentants des usagers, mais qu'on est à la base une formation dite de base qui s'appelle RU en avant, qui elle, on reçoit une indemnité quand on suit cette formation qui est obligatoire pour tous les nouveaux représentants des usagers, quelle que soit l'instance dans laquelle ils siègent. Donc voilà, c'est la seule indemnité, mais c'est assez léger par rapport à voilà, il y a un niveau d'investissement qui est assez important. On veut pas vous décourager, mais il faut bien que vous ayez conscience, si vous voulez vous lancer dans une représentation comme la CRSA, que ça demande quand même un petit peu de temps. Je sais que la question a été posée justement du temps que ça demande. J'imagine que c'est variable en fonction du nombre de commissions dans lesquelles tu sièges, mais approximativement, combien vous diriez sur un mois par exemple, combien de temps vous passez sur un mandat CRSA, Philippe? Écoutez, c'est variable en fonction de l'instance dans laquelle on siège. La commission, la CRSA plénière se réunit, en tout cas chez nous, environ 4 ou 5 fois par an, 6 fois par an, pardon, maximum. L'AXOS, la commission de l'offre de soins, se réunit tous les mois. La commission prévention doit se réunir 4 fois par an. Celle des usagers, je l'ignore. Bon, ça prend pas un temps énorme quand même. Ok, il y a aussi dans la conversation, il a été indiqué, oui, il faut être membre d'une. On représente bien, on est bien RU en tant que membre d'une association agréée. Il faut évidemment que ce soit validé par son association, donc être mandaté par l'association. Et pour les mandats en CRSA, j'ai envie de dire que pour les associations qui sont membres de France Asso Santé, il peut y avoir une coordination, c'est pas obligatoire, mais au sein de France Asso Santé pour faire des actes de candidature et s'organiser entre nous, entre associations membres de France Asso Santé, pour aller à la CRSA. Patrick? Sylvain, sur peut-être un point important, parce que je crois que c'est un investissement en temps. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est important de le savoir. Plus on travaille ensemble, moins c'est chronophage. Par contre, je pense que ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'il faut qu'on demande, et c'est là qu'il va falloir qu'on soit vigilant, puisqu'on disait qu'on a besoin de moyens financiers pour faire fonctionner notre organisation de CRSA. Ça veut dire qu'il faut des ressources humaines qui soient repérées, disponibles pour la démocratie en santé et pour cette instance. C'est vrai au niveau des régions, c'est beaucoup moins vrai au niveau des CTS, au niveau des ARS départementales. On a une fragilité ressources humaines, un absentéisme ressources humaines. Il suffit que la personne qui est en charge de la démocratie en santé soit absente ou éventuellement s'en aille, ne soit pas remplacée, pour que ça mette de suite la dynamique, ne serait-ce qu'au niveau du secrétariat en difficulté, et ça met automatiquement les commissions en difficulté de pair.
Ok, merci. On a répondu à beaucoup de questions. Frédéric, oui, Oui, une condition d'âge pour candidater, parce que ça a été posé plusieurs fois, la condition d'âge. Pas de condition d'âge. Mm. De 18 à 122 ans. Juste un dernier tour de parole chacun, mais vraiment 30 secondes puisqu'on arrive à la fin de ce webinaire. Et juste, oui. si tu me le permets, pardon, Bien sûr. Sylvain, de t'interrompre, juste pour vous dire que les sondages ont été assez probants, à savoir que au départ, l'explication sur la connaissance sur les CRSE n'était pas très bien définie, et qu'à la fin de ce webinaire, 80%, un petit peu plus de 80% avaient compris de quoi il s'agissait. Voilà. En revanche, sur le principe de candidater, c'est encore un petit peu mitigé. Ok. Donc 30 secondes chacun pour un dernier mot que vous n'auriez pas pu dire jusque-là. Sabine. Mets ton micro si tu veux qu'on entende ton mot. Pardon. Juste un mot, oui, si vous voulez, si vous hésitez à candidater, il y a une formation pour si vous n'êtes pas encore RU qui s'appelle « Et si je devenais RU ?» qui est programmée dans certaines régions, voilà, qui peut vous donner des éléments pour vous aider à prendre la décision. Et n'hésitez pas à faire savoir à votre délégation régionale que vous souhaiteriez candidater, parce qu'elle peut aussi vous donner des ressources et vous informer aussi des procédures de nomination avec l'ARS. Voilà, merci à tous. Merci. Patrick, Oui. Un dernier mot en 30 secondes. En 30 secondes, moi j'ai envie de dire aux gens, vous n'êtes pas seul, déjà. Donc, considérez que si vous y allez, vous serez automatiquement accompagné. Je pense qu'il y a actuellement la possibilité, parce qu'on vient de vivre une mandature de 10 ans, d'avoir du parrainage et du tutorage. Je pense que si vous êtes motivé, si vous avez envie, je pense qu'aujourd'hui, la formation sera incontournable, indispensable. France Asso Santé est prêt à pouvoir la dispenser. Moi, je reste convaincu qu'on a besoin d'avoir un petit peu cette force collective de représentation des usagers qui s'approprie dans le plaidoyer la force de ses propos. Et je pense que c'est ensemble qu'on pourra le co-construire. Merci. Philippe. Mon dernier mot, c'est une invitation. Si vous vous intéressez à notre système de santé, à sa déclinaison dans votre région, à la promotion de la santé, à l'égalité de l'accès aux soins, et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas, portez-vous candidat. Merci Philippe. Francine. Eh bien, je vois que tout a été dit, mais de toute façon, on a une légitimité en tant que représentant des usagers. C'est fondamental. On est aussi à l'écoute des demandes des usagers et on porte la parole des usagers qui font et on doit faire aussi le lien entre les différents acteurs de santé, que ce soit les conseils de territoire, les commissions des usagers. Je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'on a quand même un soutien, on a la chance d'avoir France Asso Santé qui peut nous former. Il faut pas avoir peur de candidater. Je crois que si on a de l'appétence, je crois que c'est franchement, on apprend à mieux connaître les territoires. Il y a tout ce qui a été dit. Il faut aller voir sur le site de la Haute Autorité de Santé, des ARS, des régions, et faire du partenariat, c'est important. Ok. Bien, merci. Avant de conclure, vous remerciez tous les participants qui êtes restés en ligne très nombreux. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que le webinaire a aussi répondu à vos attentes. Vous dire que c'était donc la 2e édition et qu'il y en aura d'autres. Je peux pas vous dire quand ni le prochain sujet, mais on fera d'autres formats webinaires, donc des webinaires plutôt dédiés et ciblés sur les représentants des usagers. Vous dire que donc ça a été dit plusieurs fois, mais le replay dès demain sera sur le site de France Asso Santé, ainsi que tout un tas de documents qui ont pu être cités aujourd'hui et de liens utiles. Vous dire de ne jamais hésiter à vous rapprocher de votre association d'appartenance évidemment, mais aussi des délégations de France Asso Santé pour avoir de l'info et être accompagné, être aiguillé en tant que représentant des usagers. Vous dire qu'on a un autre webinaire cette semaine, c'est jeudi à 18h sur les jeudis de France Asso Santé, et c'est sur la déprogrammation des soins, donc un sujet majeur pendant cette crise, avec des conséquences particulièrement difficiles parfois pour des usagers et des patients. Donc n'hésitez pas à suivre. Il y aura notamment la directrice générale de l'offre de soins, Katia Julienne, entre autres. Donc à suivre jeudi à 18h en ligne, juste avant le couvre-feu.
Merci à toutes et tous. Frédéric, un dernier mot peut-être? Oui, je trouve que pour des bénévoles, vous êtes particulièrement pro. Voilà, des interventions de très très bonne qualité. Je rappelle le replay qui sera disponible. Les documentations aussi seront fournies. Et on vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À bientôt pour un prochain webinaire. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci soirée. beaucoup.